Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et ce dimanche 22 janvier aura lieu la 17e manifestation de la Marche pour la vie, un rendez-vous qui existe depuis 2005. Alors l'objectif de cette manifestation, sensibiliser sur le début de la vie avec une dénonciation de la politique sur l'avortement en France, mais aussi la Marche pour la vie alerte sur les dangers de l'euthanasie qui pourrait être légalisée en France prochainement. On en parle avec Aliette Espieux. Bonjour Aliette Espieux. Bonjour. Donc vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie. Alors la Marche pour la vie, on a dit, c'est la 17e manifestation de la Marche pour la vie aujourd'hui, qui existe depuis 2005. Alors pour les gens qui défendent la vie et qui seraient un petit peu défaitistes, à quoi ça sert d'aller aujourd'hui manifester ce dimanche à Paris pour la vie ? À plusieurs choses. La première, c'est de montrer au gouvernement qu'on est toujours présent, qu'on est déterminé et qu'on ne lâchera rien. La deuxième, c'est également de se réunir entre nous. On est plusieurs centaines de jeunes à militer toute l'année, voire même de moins jeunes qui aident différemment les femmes en détresse, etc. Et il y a quelque chose de très très important à vouloir se mobiliser, se réunir et à défendre la vie ensemble, à se mobiliser ensemble, parce que voilà, ça montre qu'on est nombreux, qu'on est beaucoup, qu'on est unis, et ça permet également aux personnes dans la rue de nous voir. Je me rappellerai toujours d'une manifestation il y a quelques années où en fait un couple était venu à Paris pour avorter et avait croisé sur son chemin la Marche pour la vie et finalement avait décidé de ne pas avorter en discutant avec l'un des organisateurs. Alors rien que pour un enfant, cette Marche pour la vie valait le coup. Et aujourd'hui, donc l'avortement est de plus en plus banalisé, il fait de plus en plus consensus dans la société, alors que justement aujourd'hui on connaît de plus en plus les effets physiques et psychologiques sur la femme. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un tabou sur l'avortement, mais il y a aussi une désinformation, c'est-à-dire que les gens ne savent pas complètement les effets et les impacts de l'avortement? Effectivement, alors ça c'est sûr que le planning familial se gardera bien de les donner. On sait qu'effectivement aujourd'hui l'avortement peut provoquer des énormes dépressions chez les femmes puisqu'elles savent, une femme sait au fond d'elle ce qu'elle fait quand elle avorte. Il est très rare qu'une femme s'aveugle en expliquant que c'était qu'un amas de cellules. En réalité elles savent puisqu'elles le voient d'ailleurs, elles voient ce qui sort que ce soit dans leur toilette ou à l'hôpital et donc ça peut provoquer une grosse dépression qui peut arriver dans les mois ou alors dans les années qui suivent. Ça provoque également, on sait souvent que les femmes qui avortent et qui sont en couple, ça provoque énormément de ruptures, de séparation, de divorce. Et également, ça peut provoquer de la stérilité, puisqu'on sait que l'avortement peut impacter les organes de la femme. Et donc, typiquement, un corps qui a gardé en mémoire le fait qu'un enfant a été tué à un moment donné, à ce moment-là, le corps peut à ce moment-là automatiquement éjecter l'enfant. Et ça, beaucoup de femmes me l'ont raconté et c'est assez dramatique. Et aujourd'hui, il y a aussi une promotion de l'avortement par les médias, par les films, notamment le film de Simone, le biopic de Simone Veil qui est sorti récemment. Il y a aussi Annie Ernaux qui a été récompensée du prix Nobel pour ses livres, donc La Place, L'événement, Les armoires vides, qui racontent donc son avortement. Est-ce qu'il y a une promotion aujourd'hui de l'avortement de la part de notre société et qui empêche justement de véritablement savoir les conséquences de l'avortement ? Alors complètement. En fait, l'avortement est vu comme étant un droit fondamental pour les femmes. Alors non seulement c'est pas un droit fondamental, mais en plus de ça, c'est compliqué de voir de considérer l'infanticide comme étant un droit. Mais oui, on observe effectivement une promotion, et c'est même complètement... c'est même une promotion, mais d'un sujet qui est encore tabou, puisque remettre en question, ou même parler, évoquer l'avortement, ça provoque toujours quelque chose, un espèce de froid, puisqu'encore une fois, c'est un sujet, on ne parle pas de climat, d'écologie, etc. On parle d'un acte qui est extrêmement mauvais, mais aussi c'est un drame. C'est quelque chose qui est très mal vécu par la femme. On ne va pas avorter comme on va au supermarché, tout le monde le sait. Et donc, les gens sont extrêmement frileux d'en parler. Donc, à tel point que finalement, il n'y a que le gouvernement ou les grandes féministes mainstream qui sont là à faire la promotion de ce droit, qui en parlent comme quelque chose de bénéfique. En réalité, quand on va dans la rue et quand on en parle avec les personnes, on se rend compte que la réalité n'est pas réellement la même. Et en juin dernier, donc la Cour suprême des États-Unis est revenue sur l'arrêt donc Roe versus Wade, et donc désormais chaque État des États-Unis peut choisir d'interdire ou non l'avortement. Alors comment c'est possible qu'aux États-Unis donc il y a un progrès pour les défenseurs de la vie, alors qu'en France, au contraire, l'avortement est de plus en plus banalisé et même donc il est rentré dans la Constitution récemment, le droit à l'avortement. Alors, aux États-Unis, alors après, je ne peux pas comparer la France et les États-Unis parce que c'est pas totalement la même chose. Aux États-Unis, il y a un immense progrès, mais c'était
Aux États-Unis, comment dire, il n'y avait pas de tabou comme on en connaît un en France. C'est-à-dire qu'il y avait des pro-life, il y avait des pro-life qui étaient en possibilité d'avoir un local pour défendre la vie. Ils étaient actifs dans la société et même s'ils étaient confrontés régulièrement aux pro-IVG, il y avait pas, ils avaient la possibilité de parler, d'être là. En France, si je me pointe demain devant un avortoir avec mes pancartes, si je suis à moins de 300 mètres de l'avortoir, je risque d'aller en prison. Donc il y a quand même en France tout un contexte, une structure qui a été mise en place pour nous bloquer, pour nous empêcher. Et donc l'avortement dans la Constitution qui arrive en France, qui j'espère ne va pas arriver, mais qui est en débat, en tout cas qui a été voté par l'Assemblée nationale et qui devrait être voté par le Sénat, débattu par le Sénat le 1er février prochain, serait dramatique pour nous, puisqu'en fait il remettrait en cause de façon définitive ou non toutes les structures qui cherchent à aider les femmes qui sont en situation de détresse, les structures pro-life, mais également la clause de conscience spécifique de l'avortement qui permet aux médecins de refuser de pratiquer cet acte. Ce qui n'était pas le cas aux États-Unis avec cette jurisprudence Roe versus Wade. Donc la constitutionnalisation de l'avortement est effectivement, comme le dit Mathilde Panot, un signal historique, mais un signal historique que la France se meurt. Et donc c'est aussi un signal historique, donc vous dites que ce n'est pas seulement un symbole, dire que l'avortement est un droit fondamental, le mettre dans la Constitution, ça va avoir un impact spécifique sur les médecins en France, à l'hôpital, qui ne pourront plus avoir donc cette clause de conscience dont vous parlez notamment. Ah bah oui, parce que si c'est un droit constitutionnel, personne ne pourra le remettre en cause. Évidemment qu'un médecin, si à partir du moment où on considère que l'avortement est un droit, un médecin aura très peu de chances de pouvoir garder son droit, en revanche, qui est fondamental, qui est de pouvoir ne pas pratiquer un acte s'il le considère comme étant immoral. Or, aujourd'hui, on sait que de plus en plus de médecins s'opposent à l'avortement et refusent d'en pratiquer, s'arrêtent d'en pratiquer parce qu'ils finissent par dire, comme le docteur de Rochambeau en 2018, si je ne me trompe pas, qui avait dit en fait, moi je suis fait pour soigner, pour guérir, mais pas pour tuer. Tout à fait. Et donc, vous défendez évidemment donc une vision, enfin en tout cas vous essayez d'abroger cette loi, la loi Veil sur l'avortement, mais aujourd'hui aussi vous êtes mobilisé contre l'euthanasie qui arrive bientôt. Il y a une convention citoyenne qui a commencé dès décembre. Et alors est-ce que cette convention citoyenne est une manière démocratique de gérer ce problème de l'euthanasie, ou alors c'est une convention citoyenne qui est fortement, on va dire, orientée pour une légalisation de l'euthanasie? Alors les conventions citoyennes, on les connaît, surtout depuis quelques années, après les états généraux sur la bioéthique, etc. On sait très bien à quoi ça va mener. Voilà, là-dessus, il ne faut pas se leurrer. Évidemment, le gouvernement a la volonté, Emmanuel Macron l'a même dit, il a la volonté d'inscrire, de faire légaliser l'euthanasie. Donc là-dessus, malheureusement, on sait à quoi s'attendre. Si c'était vraiment un acte démocratique de lancer une convention citoyenne, à ce moment-là, tous les organismes seraient écoutés, le gouvernement se poserait d'autres questions, à savoir typiquement comment ça se fait que les hôpitaux soient autant en galère, pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus assez de moyens pour pouvoir accueillir autant de monde, pour pouvoir soigner leurs patients. Ça fait des années qu'on entend les infirmiers, le personnel médical se plaindre des conditions dans lesquelles ils sont. Et si certains médecins aujourd'hui en viennent aussi à pratiquer cet acte, c'est parce qu'en fait ils ont tout simplement plus de place. Moi, je repense toujours à Vincent Lambert en fait. Et certaines personnes avaient dit à cette époque-là, mais en fait il prend une place quoi. Il prend une place d'une personne qu'on pourrait guérir. Alors oui, effectivement, on pourrait dire ça, mais en fait c'est pas le rôle du médecin de dire ça. Enfin, je veux dire, c'est pas un gestionnaire le médecin, c'est un médecin. Et donc voilà, il y a un cri d'alerte qui est lancé depuis des années par le personnel médical, par les hôpitaux. Le gouvernement ferme les yeux face à cet appel et aujourd'hui se présente comme étant le grand Hippocrate, prêt à tout pour écouter les Français, comme s'il écoutait les Français habituellement. Enfin, je veux dire qu'il écoute déjà les Français qui sont dans la rue et puis après on en reparlera. Mais aujourd'hui, donc l'euthanasie est légalisée donc au Luxembourg, à Bruxelles, en Suisse évidemment, en Espagne. Alors la France est encerclée, on va dire, mais est-ce que c'est pas, on va dire, la marche du monde, c'est-à-dire que c'est un progrès qui doit être fait, c'est-à-dire cette légalisation de l'euthanasie. Pourquoi la France devrait résister ? Alors, je ne considère pas que ce soit un progrès, le fait de tuer un patient, puisqu'aujourd'hui, on sait que déjà tout ce qui a été mis en place pour essayer d'accompagner ces patients vers une mort digne, ce que je considère comme une mort digne, c'est-à-dire les centres de soins palliatifs, ne sont pas assez soutenus par le gouvernement, et pourtant c'est une demande des centres de soins palliatifs, puisqu'on sait que 30% des personnes légitimes pour avoir accès aux soins palliatifs n'y ont pas accès.
Donc c'est énorme. Et que dans 26 départements français, il n'y a pas de centre de soins palliatifs parce que la France ne met pas les moyens pour. Donc il y a déjà une demande d'accompagnement vers la mort. On sait également, quand on écoute les témoignages de personnes qui demandent l'euthanasie, il y a quelque chose qui est assez marquant, c'est qu'à chaque fois, ils le disent, mais on est seul, notre famille ne vient pas nous voir, on est tout seul, en plus on souffre, on a mal. Alors qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que la médecine est en mesure d'apaiser les souffrances de ces personnes. Et la solitude, c'est un autre problème. On est dans une société qui est individualisée. Est-ce que face à un appel, un cri d'appel d'un patient qui se retrouve tout seul dans sa chambre, qui n'a aucune visite, la solution, c'est quoi? C'est de le mettre à mort. Mais qu'au final, une personne se retrouve tout seul, mais je comprends qu'il veuille se suicider. Je comprends totalement. Mais il faut avoir un peu d'intelligence et de délicatesse et comprendre ce qu'il y a, ce qui se joue derrière ce cri d'alerte. Sinon, demain, une personne, un gamin de 15 ans qui demande le suicide, dans ce cas, qu'on lui donne. Oui, c'est ça. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a dit que c'était donc un droit fondamental de pouvoir choisir ou non sa mort. Alors pourquoi c'est pas pour vous un droit fondamental? Pourquoi la mort d'un homme est quelque chose qui le dépasse finalement? Choisir ou non de sa mort est quelque chose qui le dépasse? Tout simplement parce que l'homme n'est pas le maître et le possesseur de la vie. Il n'est pas le détenteur. Ce n'est pas lui qui a l'origine de la vie. C'est pas lui qui en décide de la vie ou de la mort. On sait tout à fait d'ailleurs que la science a beau s'arracher les cheveux à essayer de créer des enfants, des embryons, elle n'y arrive pas. À chaque fois, elle est obligée toujours de prendre des cellules souches déjà présentes. La science n'y arrivera pas et c'est pas ce qui est en pouvoir de l'homme. Et ce serait même terrifiant que ce soit dans le pouvoir de l'homme de faire naître des individus ou de les mettre à mort. Ce serait quand même, on serait dans une société qui serait quand même assez dangereuse puisque ce serait le retour du totalitarisme, etc. Et autre chose, il y a une deuxième question derrière ça, c'est le rôle du médecin. Quel est le rôle du médecin? Le médecin a été le rôle du médecin, et d'ailleurs le serment d'Hippocrate le rappelle, même s'il est en permanence modifié, le rôle du médecin, c'est de soigner, de guérir. On ne va pas demander à un médecin, alors déjà qu'on lui demande d'avorter, donc on lui demande déjà de tuer, mais on va lui demander à nouveau de tuer son patient qui en fait peut totalement guérir. Encore une fois, il faut revenir à cette histoire tragique, qui est celle de Vincent Lambert, qui pouvait avoir des soins de kiné, etc. Mais on le lui a interdit parce qu'on disait, mais ce serait un symbole. Mais c'est quand même tragique pour un médecin de se dire, mais en fait, j'ai l'interdiction de donner des soins, des cours de kiné. Vincent avait réappris à déglutir, etc. Il a perdu à nouveau toutes ses facultés parce que le gouvernement a dit, non, stop. Et parce que son médecin, alors que des dizaines d'autres médecins étaient prêts à lui ouvrir les portes. Son médecin qui le prenait en charge lui a dit mais non, mais en fait vous serez le symbole de l'euthanasie. Et à partir de ce moment-là, tout a été dit. Tout a été dit. Le gouvernement tient les rênes et il n'a pas le droit de demander ça à un médecin. Et ça m'étonnerait également qu'une nouvelle branche entre guillemets de fausse médecine soit lancée parce que personne n'a envie de passer sa journée à tuer. Enfin, ce serait l'horreur. Et justement, vous parlez donc de l'euthanasie, on parle aujourd'hui de la réforme des retraites et monsieur Attali qui avait dit je rêve d'un monde sans retraite, c'est-à-dire de personnes qui, à partir du moment où ils n'étaient plus productifs, donc se feraient euthanasier. Et à côté de ça, vous avez aussi l'avortement qui est aussi à ce problème d'eugénisme structurellement. Donc en fait, ce que vous dénoncez, c'est que le pouvoir, quand l'homme prend le pouvoir de la vie, il y a cette tentation d'eugénisme, c'est-à-dire d'éradiquer ceux qui ne sont plus productifs et ceux qui dérangent dans le monde. Complètement, et d'ailleurs quand on regarde l'histoire malheureusement nous prouve bien ce sens-là. On sait que les grands premiers eugénistes, que ce soit Francis Galton, Thomas Huxley ou alors encore Clémence Royer dont on parle moins, ce sont eux qui ont commencé à lancer l'idée d'eugénisme et l'idée d'avortement. L'avortement, une des grandes femmes, une des grandes féministes qui a lancé l'idée d'avortement en France, elle est connue comme étant fondatrice des droits des femmes, il faut bien la lire. Elle explique que l'avortement est un infanticide, ça pour elle, il n'y a pas de souci, qui devrait même être interdit pour les femmes qui sont en bonne santé, qui sont belles, intelligentes, etc. Mais il devrait être obligatoire pour les femmes qui sont pauvres, grosses, qui ont des problèmes de santé. Et d'ailleurs, toutes les grandes féministes, Maria Stopes, Céla Brown, etc., qui sont en permanence sur les pancartes des féministes, sont des femmes qui ont, par exemple, déshérité leur fils parce qu'ils se mariaient avec des myopes. Parce que donc ça allait créer une myopie générale en France et qu'on allait déconstruire le citoyen français. Donc il y a par exemple derrière cette forme d'eugénisme une forme de nationalisme qu'on pourrait revoir, donc c'est assez marrant de rejoindre ces deux bouts, mais bon, c'est possible. Donc il y a quand même, cet eugénisme-là est toujours bien présent, puisqu'aujourd'hui on sait que plus de 96% des enfants porteurs de trisomie 21, par exemple, sont avortés. Donc voilà, il y a une volonté de supprimer un peu le malade.
Alors après, est-ce que dans la mentalité du médecin, il y a cette volonté de purifier l'espèce? Je ne pense pas, ça l'a été, mais je ne pense pas que ce soit totalement le cas. Mais il n'empêche qu'il y a la société, dès qu'elle a un malade et qu'elle peut l'éradiquer, elle le fait. Et on va en plus donner ce pouvoir aux gens, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une youtubeuse, donc Olympe, qui a 21 ans, qui elle a des troubles de dissonance, des troubles d'identité, dissonance d'identité, et qui a posté donc sur Instagram et sur sa chaîne YouTube donc un message en disant qu'elle souhaitait elle se faire euthanasier parce qu'elle n'en pouvait plus de la vie, et donc elle avait décidé à 21 ans d'arrêter sa vie. Est-ce que c'est ça ce qui nous guette en légalisant l'euthanasie? C'est-à-dire, comme l'avortement, on avait expliqué que c'était seulement pour des cas exceptionnels, c'est ce qu'avait dit Simone Veil, et aujourd'hui, l'euthanasie, on dit aussi que c'est pour des cas exceptionnels, c'est-à-dire des gens en grande souffrance, et est-ce qu'il va y avoir ce glissement vers en fait la possibilité pour tous de mourir, soi-disant dans la dignité? Ah mais complètement, et surtout c'est que... Complètement, il y a totalement ce risque. Et puis, il y a le risque encore de déshumaniser les individus. On sait que typiquement, Simone Veil, quand elle a légalisé l'avortement, elle savait pertinemment qu'il s'agissait d'enfants. Elle ne parlait pas d'amas de cellules, ça c'est plus tard que ça s'est lancé, cette idée-là. Mais elle savait que, voilà, que c'était un meurtre, et donc que le meurtre serait forcément une solution pour les femmes qui étaient en détresse financière, ça va de soi. Mais pour la question de l'euthanasie, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on va se dire, en fait, à partir du moment où on peut les tuer, comment est-ce qu'on va expliquer ça aux enfants? Comment est-ce qu'on va expliquer ça dans l'éducation nationale? On va dire, mais non, mais en fait, à partir du moment où ils souffrent, ils sont plus totalement eux-mêmes, puisqu'en fait, ils ont un problème de bras, un problème d'identité, etc. Mais ils sont pas totalement humains, donc ils sont pas totalement dignes. Donc en fait, on peut les tuer. Parce que sinon, à quoi bon dire à une personne qui sent pas bien d'aller voir le psy, etc. Enfin, il va y avoir ça va plonger la France dans une espèce de mentalité complètement mortifère, dans laquelle ce sont les autres individus qui décideront de l'humanité ou non, de la dignité ou non des personnes qui nous entourent. Donc ça, c'est encore une fois, l'euthanasie n'est qu'un pas, puisque l'avortement a ouvert une boîte de Pandore. L'euthanasie n'est qu'un pas de plus, mais c'est un pas qui va effectivement nous plonger dans une France totalement mortifère. Et malheureusement, notre drapeau blanc va se tacher de sang encore plus. Et Aliette Espieux, comment on peut faire justement pour que cette mentalité mortifère quitte les esprits des Français et leur faire rendre compte à quel point donc, l'avortement et l'euthanasie sont mortifères? Alors tout d'abord, je vous invite à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, En Marche pour la Vie, puisque nous diffusons énormément d'informations, nous faisons de la formation, etc. Et puis évidemment, de venir nous rejoindre le 22 janvier à 14h à Montparnasse à Paris, pour pouvoir écouter les nombreux intervenants qui seront des médecins, des spécialistes sur les questions des soins palliatifs, de l'euthanasie, mais également des personnes qui sont porteuses de handicap et qui viendront témoigner sur le podium de la Marche pour la Vie sur la question de l'euthanasie. Je vous invite à venir les écouter, à venir nombreux, pour montrer également au gouvernement que nous sommes déterminés, que nous ne lâcherons rien. Et donc vous dites, oui, des médecins et aussi des personnes handicapées. Donc ces personnes handicapées, en fait, qui aujourd'hui sont effacées de l'espace public. On parle de plus en plus de diversité, et en même temps, ces personnes handicapées qui sont une vraie diversité pour le monde, aujourd'hui, on les élimine parce qu'ils dérangent, parce qu'on ne veut plus faire face à eux, on ne veut plus les porter dans notre société. C'est ce qu'on appelle le paradoxe à la française, c'est-à-dire que à la fois on prône une société de l'inclusion, on voit des affiches partout avec des personnes transsexuelles qui poussent des fauteuils roulants. Bon, alors je veux bien, c'est mignon, mais bon, à partir du moment où plus de 96% des enfants porteurs de handicap sont avortés, à partir du moment où on veut légaliser l'euthanasie pour des personnes comme Vincent Lambert en expliquant qu'ils coûtent trop cher, qu'ils prennent des lits d'hôpitaux, je suis désolée, l'inclusion, elle est où? Non mais franchement, elle est où l'inclusion? Et puis encore une fois, l'inclusion, c'est quoi? Moi, je connais des personnes qui sont porteuses de handicap, dont les écoles sont même payées pour pouvoir les inclure dans la société. Non mais c'est ça l'inclusion, c'est ça d'élever les mentalités. La vraie inclusion, ce serait à ce moment-là de former les personnes en leur disant, voilà, une personne porteuse de handicap, c'est une personne comme une autre, elle a des difficultés, il faut l'aider, mais c'est une personne comme une autre qui peut évoluer à son stade, à son niveau, avec ses possibilités, et elle peut avoir, regardez, c'est exactement ce que fait typiquement les cafés joyeux, qui ont lancé des restaurants, des cafés-restaurants, dans lesquels en fait ce sont des personnes qui ont un handicap, qui viennent servir, qui font la cuisine, etc. Mais ça c'est génial, c'est génial parce que ça prouve aussi qu'il y a une possibilité de faire quelque chose. Enfin, ils sont pas là amorphes à ne rien faire. Donc ça, c'est l'inclusion. Par contre, l'inclusion à deux balles, excuse-moi l'expression, mais qui explique que il faut les aider, etc. Alors qu'en fait, à côté de ça, le gouvernement est le premier à vouloir leur tirer une balle dans la tête et à vouloir les démembrer dans le ventre de leur mère. Je suis désolée, alors là, faut arrêter, quoi.
Merci Aliette Espion, on rappelle que vous êtes donc porte-parole de la Marche pour la Vie, et donc la Marche pour la Vie, la 17e, qui a lieu donc ce dimanche 22 janvier à 14h à Montparnasse. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.